J'ai le plaisir d'introduire le professeur Marchek, ça c'est la solidarité chirurgien, de Toulouse, qui est donc un jeune PUPH prometteur, hein, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit, du CHU de Toulouse et qui vient nous donner la version, la réflexion chirurgicale sur les fuites périprothétiques. Il existe plein de points de vue différents de chirurgiens, donc la discussion est ouverte. Donc la définition chirurgicale, c'est un défaut d'apposition des anneaux prothétiques et natifs. C'est la principale dysfonction non structurelle des prothèses. C'est la première cause de réintervention après mise en place de prothèses mécaniques. Et c'est quelque chose qui est relativement rare, plus fréquent, légèrement plus fréquent, après la mise en place d'une valve mitrale. Ensuite, donc, je vous le disais, c'est quelque chose de rare et avec l'arrivée des TAVI, les chirurgiens se sont interrogés, inquiets sur les résultats de leur chirurgie de remplacement et on voit que les fuites de grade 2 et plus représentent 0,9% au cours du suivi pour les RVA, 2,2% pour les RVM et si on exclut l'endocardite, on se rend compte que ces taux sont encore plus bas, 0,5 et 0,4 respectivement. Nous sommes intéressés à l'histoire naturelle de ces fuites paraprothétiques et on sait que lorsque la fuite est toute petite, en général, elle reste stable. Ensuite, l'équipe italienne de Maizano et le dernier papier apparaître dans les semaines à venir dans le TCS, l'équipe de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ce dernier papier est très intéressant, 190 patients entre 1995 et 2012. Vous vous rendez compte que les réinterventions pour fuite paraprothétique sont plus fréquentes après remplacement de la valve mitrale. Ces réinterventions étaient
Très très bien résumé. On a tous l'impression en tant que chirurgien qu'il y a quand même certaines techniques effectivement qui orientent vers les fuites périprothétiques plus que d'autres. Très difficile à prouver puisqu'on n'a pas les comptes rendus opératoires dans des grosses séries comme ça. Moi ce que je sais c'est par expérience, on n'en reprend pas tellement. Je pense que celles qu'on a sont reprises par les collègues. Donc moi je mets point play de GT, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de fuites, mais peut-être effectivement j'ai des collègues qui reprennent mes malades. Mais ce que je sais c'est que j'ai repris 5 à 6 patients en 10 ans du même centre par le même chirurgien qui s'évertue à faire des points séparés simples sur la mitrale, je dis bien, l'aortique c'est différent, sur la mitrale, en disant aux internes qui formaient que tout le reste c'était de la connerie et qu'il ne fallait pas mettre de pledget, etc. Mais il est clair que les points séparés simples en mitrale, ça déchire plus facilement et ça donne surtout des hémolyses terriblement pénalisantes. Voilà, enfin, voilà. C'est plutôt une remarque pour les échographistes. Dans les études que vous avez montrées, vous avez introduit la notion de sévérité de la fuite paravalvulaire et c'était pour savoir quels éléments échographiques étaient utilisés pour essayer de grader la sévérité de la fuite. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont une réponse claire. Enfin, Je me lance, c'est difficile, hein, comme pour ce qu'on a appris avec les fuites paravalvulaires des TAVI. Pour nous, c'est aussi difficile, même pour la mitrale. Je pense que la première chose, c'est la présentation clinique du patient. Dans la série qui était montrée là, c'était intéressant, hein, il y avait peu de fuites sévères et puis il y avait 80% ou 89% de patients qui étaient en insuffisance cardiaque. Ça veut dire qu'on les évalue mal, hein, parce que ces gens-là, ils ont une fuite sévère. Donc, on essaye d'utiliser les paramètres qu'on a habituellement. Moi, je regarde beaucoup la taille de l'orifice. Donc on peut on a pour l'orifice régurgitant plus de 0,4 cm², qu'on ait une fuite ou plusieurs fuites, c'est le critère pour la sévérité. Mais les autres critères sont plus difficiles. Et puis ce qu'on a vu très joliment une fois à Besançon avec Eric, c'est qu'on a vu une patiente qui était vraiment très symptomatique, avec une fuite en termes d'orifice régurgitant et de volume qui n'était pas très importante, mais avec une petite oreillette non compliante. Et puis on a fermé cette fuite avec un plug et la patiente était transformée, quoi. Donc il y a l'aspect quantification pure et puis ensuite les autres paramètres hémodynamiques autour. Moi, je vais faire un petit commentaire. Je suis échographiste, Fabrice Voire de Rouen. Simplement, j'ai envie de dire que, d'abord, petit 1, je n'ai pas une grande expérience des fuites paravalvulaires, mais ce ne sont pas les plus sévères qui sont les plus problématiques. Parce que l'hémolyse, il ne faut pas avoir une fuite grade 4 pour hémolyser. On peut avoir un petit trou avec un grade 2 et ça va énormément hémolyser. Donc, ce n'est pas les fuites les plus sévères, déjà, c'est le premier message, qui sont les plus problématiques. Ça peut être des toutes petites fuites. Petit 1. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec le confrère, c'est que évaluer une fuite, c'est très difficile. Tout ce qu'on a appris, c'est sur un orifice rond, régurgitant, la pisa, la vena contracta, tout ce que vous voulez. En fait, le temps nous a appris que les fuites mitrales fonctionnelles qui apparaissent toutes petites en 4 cavités sont énormes en 2 cavités et que là, on va avoir une déchirure qui peut mesurer 2 cm avec une toute petite pisa dans une incidence, mais qui était énorme dans l'autre incidence. En fait, on ne peut pas appliquer nos critères. Et là où je suis très d'accord avec le confrère, c'est que c'est la clinique en fait. On a une fuite, on a une hémolyse, le malade est jaune, il est essoufflé, et il y a un paramètre échographique auquel j'accorde une énorme importance, c'est les pressions pulmonaires évolutives. Si le malade est en grande hémolyse, si le malade a une fuite très sévère, il va y avoir une HTAP échographique.